Papa, je te manque, maintenant. Ces 3 mots, tapés sur l'écran de son téléphone, ont suffi à glacer mon sang. Pas, tu me manques. Non. Maintenant. Maintenant que le nom de mon grand-père, Martin Thorpe, venait d'apparaître en première page du Portland Tribune, sous une photo de lui, costume gris impeccable, sourire confiant, devant l'Evergreen Inn, son hôtel-boutique le plus prestigieux. L'article parlait d'un empire de 6 hôtels bâtis à partir de rien. Et ce soir-là, mon père a levé les yeux de son téléphone et m'a annoncé, tout excité, « Sarah, mes seins couverts. Ton grand-père vient dîner. » 3 ans. 3 ans que nous ne l'avions pas appelé. Personne n'avait même pensé à son 80e anniversaire, le mois dernier. Et maintenant, un simple article suffisait à le faire revenir dans nos vies. Ma mère s'affairait déjà dans le salon, nerveuse, comme si elle attendait une célébrité. Pas parce qu'il lui manquait. Parce qu'il était devenu riche. Je m'appelle Sarah Hobb, 26 ans, et ce dîner allait tout changer. Pas seulement pour ma famille. Pour moi. Si cette histoire vous parle, abonnez-vous, dites-moi d'où vous nous regardez, parce que ce qui s'est passé cette nuit-là est une leçon que je n'oublierai jamais. Enfant, j'adorais la petite maison en bois de mon grand-père, à l'est de Portland, avec son jardin de roses qu'il entretenait lui-même. Il avait été concierge, puis chef de la réception dans de grands hôtels. Les gens n'oublient pas ce que tu dis, Sarah, me répétait-il. Ils se souviennent de ce que tu leur fais ressentir. Mais tout a changé quand j'ai eu 13 ans. Mes parents ont commencé à le voir comme un poids. Il n'était pourtant ni malade, ni dépendant. Simplement, à leurs yeux, il ne rapportait plus rien. Il n'a jamais économisé pour sa retraite, disait ma mère. On ne peut pas s'occuper de lui indéfiniment. Peu à peu, les visites se sont espacées. Puis elles ont cessé. Ma mère a fini par bloquer son numéro. Et moi, trop lâche pour m'opposer, j'ai laissé faire. Ce soir-là, quand la sonnette a retenti, mon grand-père est entré, costume gris, cheveux blancs impeccables, une mallette en cuir noir à la main, étrange, pour un simple dîner de famille. Il a salué chacun de nous d'un signe de tête, poli mais distant. Le repas a commencé comme une mauvaise pièce de théâtre, compliments exagérés, sourires forcés. Puis mon père a posé la question qu'il retenait depuis le début. Raconte-nous. Comment as-tu bâti tout ça? Grand-père a posé ses couverts, lentement. Vous pensiez que j'étais fauché. Ne faisons pas semblant. Le silence est tombé comme une chape de plomb. 3 ans, a-t-il continué, la voix glaciale. Pas un appel. Pas même pour mes 80 ans. Mais un article dans le journal, et soudain, une invitation à dîner. Mon père a tenté une manœuvre plus subtile. Tu devrais te reposer, à ton âge. Laisse-moi t'aider. Gérer les opérations. Et là, j'ai compris. Il ne voulait pas aider grand-père. Il voulait mettre la main sur les hôtels. Grand-père a souri, un sourire froid, comme s'il avait deviné ce jeu depuis le début. Il a ouvert sa mallette et sorti une épaisse enveloppe brune, qu'il a posée sur la table, entre les assiettes à moitié vides. Ouvrez, a-t-il dit simplement. Mon père a feuilleté les pages, le visage passant du sourire à la stupeur, puis à une pâleur mortelle. Un rapport financier complet. Chiffre d'affaires. Mortgages. Valeur des propriétés. Ça dit que la chaîne vaut plus de 12 millions de dollars, a soufflé ma mère, les yeux écarquillés. 12,3, précisément, a répondu grand-père. Pas mal, pour un vieil homme qu'on ne pouvait même pas appeler pour son anniversaire. Et c'est là qu'il nous a raconté toute l'histoire. 20 ans plus tôt, en 2005, il avait rencontré Charles Brennan, un hôtelier vétéran atteint d'un cancer du poumon en phase avancée, à qui les médecins ne donnaient que quelques années à vivre. Charles rêvait de petits hôtels boutiques, authentiques, loin de l'uniformité des grandes chaînes. Il avait besoin d'un associé de confiance. Grand-père avait investi ses économies, 200 000 dollars, amassés en 40 ans de travail et de sacrifices. Ensemble, ils avaient ouvert leur premier hôtel à Eugene. Puis un deuxième à Bend. Plus Portland, Salem, Ashland, Cannon Beach. Charles, contre toute attente, avait survécu 15 ans, pas 5. Il disait que c'était parce qu'il avait enfin une raison de vivre, a murmuré grand-père, la voix brisée. Puis, 5 ans plus tôt, Charles était mort. Et dans son testament, il avait tout légué à mon grand-père. 100% de l'entreprise. Il savait que je respecterais sa vision, a expliqué grand-père. Que je ne vendrais pas son héritage à la première offre venue. Pourquoi ne pas nous l'avoir dit? A demandé ma mère, presque accusatrice. Et là, pour la première fois de la soirée, une vraie douleur est apparue dans le regard de grand-père. Parce que je voulais savoir qui vous étiez vraiment. Si vous m'auriez aimé sans l'argent. J'ai eu ma réponse. Mon père a bredouillé une excuse sur le repos mérité, la retraite. Grand-père l'a arrêté net. Mes plus belles années, c'est maintenant. Et tu ne mettras jamais la main sur ce que je n'ai pas construit, David. Le dîner s'est achevé dans un silence pesant. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Loin de là. 2 semaines plus tard, mes parents ont changé de stratégie. Appel quotidien, fleurs, invitations. Grand-père restait poli, mais distant, refusant chaque proposition avec une excuse professionnelle. Un soir, ma mère a lâché.
amer, il ne nous fait pas confiance. Et j'ai enfin osé répondre, parce qu'il a raison. On ne veut pas de lui. On veut son argent. Mon père, furieux, a annoncé qu'il fallait une nouvelle approche. Cette phrase m'a glacée. Un mois plus tard, tard dans la nuit, je suis descendue chercher de l'eau et j'ai entendu la voix de mon père depuis son bureau, basse, méfiante. Oui, j'ai besoin de quelqu'un capable de créer de faux avis négatifs. Hobbs Hotels. Les 6 établissements. Mon cœur s'est arrêté. Rien de traçable jusqu'à moi. Envoyez-moi votre adresse de portefeuille Bitcoin. Mon père organisait le sabotage de l'entreprise de son propre père. De la diffamation. De la fraude. Passible de prison. J'ai passé une nuit blanche. Trahir mes parents, ou laisser détruire 20 ans du travail de mon grand-père et de Charles. Au matin, j'ai roulé jusqu'à l'Evergreen Inn et j'ai tout raconté à grand-père, en larmes. Il a posé sa main sur la mienne. Tu es là maintenant. C'est ce qui compte. Il avait déjà engagé un détective privé, Roy Anderson, qui avait tout documenté, les faux comptes, les virements bancaires, les enregistrements téléphoniques. Grand-père a attendu, patient, jusqu'à réunir des preuves irréfutables. Un mois après le début du complot, il a convoqué toute la famille à un nouveau dîner, à l'Evergreen. Mais cette fois, une avocate, Diane Foster, et 3 directeurs d'hôtel étaient présents. Diane a projeté, écran après l'écran, les preuves, les faux avis, les relevés bancaires au nom de mon père, la transcription de son appel. Le visage de mon père est devenu cendre. Vous risquez jusqu'à 5 ans de prison et 125 000 $ d'amende, a annoncé l'avocate. Grand-père a refusé de porter plainte au pénal. Mais il a intenté un procès civil. Le tribunal a tranché, 850 000 $ de dommages et intérêts. Mes parents ont dû vendre la maison, tout liquider, déménager dans un petit appartement. Ma mère a supplié grand-père au téléphone. Sa réponse a été sans appel. Je te pardonne, Patricia, mais je n'oublierai jamais. Et je ne te sauverai pas des conséquences de tes propres choix. 6 mois plus tard, mes parents avaient changé, non par choix, mais par nécessité. Mon père a trouvé un emploi modeste. Ma mère travaillait à temps partiel. Ils ont appris, enfin, à vivre selon leurs moyens. Moi, j'ai quitté la maison familiale. Grand-père m'a offert un poste de débutante en marketing, non par pitié, mais parce que, disait-il, je m'étais montrée digne de confiance quand cela comptait vraiment. 2 ans plus tard, je suis devenue directrice marketing de la chaîne. Ensemble, nous avons lancé une série, Jamais trop tard, racontant son histoire d'homme abandonné par sa famille qui avait tout reconstruit. Les messages ont afflué par centaines, de personnes âgées se sentant, elles aussi, devenues invisibles aux yeux de leurs proches. Nous avons créé un programme de formation gratuit pour les plus de 60 ans. 12 participants la première année, 5 embauchés définitivement. Une femme de 72 ans, Hélène, m'a confié en pleurant que ce travail lui avait rendu sa dignité, après que ses enfants l'avaient placée en maison de retraite alors qu'elle n'était que seule, pas malade. Un après-midi, dans le hall de l'Evergreen Inn, j'ai demandé à mon grand-père s'il regrettait d'avoir coupé les ponts. Il a réfléchi longuement. Je regrette que ça ait été nécessaire. Mais pas ma décision. L'amour sans limite, ce n'est pas de l'amour. C'est de la complaisance. Si vous vivez une situation semblable, exploitée par votre propre famille, traitée comme un simple guichet automatique, souvenez-vous de ceci. La vraie famille, ce sont ceux qui se présentent par amour, pas par intérêt. Vous avez le droit de poser des limites. Et si on ne peut pas vous les accorder, vous avez le droit de partir. Comme le disait mon grand-père, je ne dois rien à ma famille. Je me dois tout à moi-même. Si cette histoire vous a touché, likez, abonnez-vous, et dites-moi en commentaire, à sa place, auriez-vous pardonné, ou seriez-vous parti pour de bon?